Alors, bonsoir à tous. On se retrouve pour notre étude sur les halachot de Hanouka. Comme il y aura l'enregistrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Shimon Marciano. Et notre étude est basée sur un livre qui s'appelle Halacha Ve'agada, écrit par Rav David Shalom Naki. C'est basé sur les halachot selon Rav Ovadia Yosef. Quand c'est différent pour les Ashkenazim, on le précise. Et donc, le but, c'est de faire un petit tour global sur les halachot de Hanouka et voir aussi quelques messages au passage, puisque les fêtes, c'est comme toute chose dans la vie. Quand on arrive près, alors on vit la fête d'une manière complètement différente et on vit la fête tout court en fait. Alors, il y a une petite histoire que j'avais entendue l'année dernière, qui s'est passée l'année dernière, que j'avais racontée. C'est l'histoire suivante. C'est un rave qui s'appelle Rav Meir Siboni, de la synode de la communauté de Har Homa à Jérusalem, qui a raconté cette histoire l'année dernière. Et il a raconté que en fait, il y a des pompiers à Maale Adumim. Maale Adumim, c'est à côté de Jérusalem. Il y a des pompiers de Maale Adumim qui sont partis en formation à Montpellier, voir les pompiers de Montpellier. Donc là-bas, ils ont appris les techniques des pompiers français. Et après, c'est les pompiers de Montpellier qui sont venus chez les pompiers de Jérusalem pour apprendre aussi leurs techniques. Et il y a deux gars qui se sont liés d'amitié et qui sont devenus amis et qui ont gardé le contact. Et l'année dernière, ils s'appelaient un jour en vidéo comme ça. Et dans ces pompiers, donc celui de Maale Adumim est juif, celui de Montpellier est goy. Ils s'appellent en vidéo et le pompier de Montpellier, le gars, il demande au juif, parce qu'il le voit en WhatsApp, et dans la vidéo, il voit que derrière lui, il y a une Hanoukia. Et il lui dit, c'est quoi ça? Et alors, il y avait une Hanoukia, il lui dit, bah ça, c'est une Hanoukia. Dans quelques semaines, il y a la fête de Hanouka. On allume, etc., etc. Il dit, ah, mais c'est bizarre et tout, parce que ma mère, elle a ça à la maison. Et je dis, oh, mais t'es sûr et tout, c'est bizarre ce que tu me racontes. Parce que t'es goy, quoi. Donc, enfin, il n'a pas dit ça, mais bref, je vous la fais courte. Ce pompier, goy de Montpellier, a vérifié auprès de sa mère pourquoi elle avait cet objet qui s'appelle une Hanoukia. Et en fait, elle lui a avoué qu'elle a gardé cette Hanoukia parce qu'elle a un souvenir depuis qu'elle est petite. Elle se rappelle de son papa qui allumait la Hanoukia et ça l'avait marqué. Et en fait, cette maman, elle est juive et donc je vous le dis, ce pompier de Montpellier est juif. Et il ne le savait pas et il l'a appris comme ça en voyant cette Hanoukia et ils lui ont même offert des téfilines. Il a commencé à mettre les téfilines. Ça, c'était il y a un an, donc on peut imaginer depuis qu'il a encore plus avancé dans sa tchouva. C'est une histoire que je trouve vraiment extraordinaire. En tout cas, tout ça, c'est pour dire la force, la puissance de miracles, de grandeur, etc., de Hanouka, d'autant plus que ça tombe vraiment dans l'hiver, donc il fait nuit tôt, on est un peu angoissé, etc. Et là, il y a cette magnifique fête de Hanouka qui vient et qui ravive tous les esprits. Le Harizal aussi dit que chaque jour de Hanouka qui arrive, donc chaque jour qui passe et qui se rajoute, il y a une Kedusha supplémentaire qui s'ajoute. Il y a même des gens qui appellent la fête de Hanouka un Yom Tov, à tel point que c'est des jours qui sont particulièrement grands. Alors ça peut paraître une routine, parce que bah, finalement la Hanoukia d'allumer, ça dure quelques minutes dans la journée. Et on ajoute quelques passages dans la prière, dans le Birkat, etc. Mais globalement, ça pourrait paraître une semaine normale, 8 jours normaux. Mais en fait, c'est une fête qui est très, très, très grande et qui est très, très puissante. Au niveau du contexte historique, pour mettre un petit peu de contexte historique, c'est important. L'histoire de Hanouka se passe dans le deuxième Beth Amikdash. Donc on a le premier Beth Amikdash. Entre les deux Beth Amikdash, on a l'histoire de Purim qui s'est passée. Il faut savoir que Purim a eu lieu avant Hanouka, l'histoire au niveau du miracle. Et ensuite, dans le deuxième Beth Amikdash, on a, on a le, on a l'histoire de Hanouka qui n'aboutira pas sur la destruction du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash va être, oui, souillé, mais il va pas être détruit. Il va continuer à perdurer après ça. Donc ça se passe en plein milieu, en fait, du deuxième Beth Amikdash, l'histoire de Hanouka. On va pas raconter toute l'histoire en détail, maintenant, c'est pas le but, mais c'est très intéressant. En tout cas, l'idée, c'est de savoir que les Grecs, ils ont voulu décréter sur nous. Hanouka, c'est purement spirituel. Ce qu'il y a eu, ils ont voulu nous empêcher, nous bloquer au niveau spirituel. Pas comme à Purim où on a voulu nous détruire physiquement et nous tuer. Là, c'était une extinction spirituelle, c'est ça qui était souhaité. On voulait nous empêcher, en l'occurrence, trois mitzvot qui sont Brit Mila, Shabbat et Rosh Chodesh. On me disait l'année dernière, Dan Shemla, quelqu'un qui s'appelle Dan Shemla, me disait que la particularité, le point commun de ces trois mitzvot, c'est qu'elles sont liées au temps.
pour dire que, en fait, on a voulu empêcher le juif, ces trois mitzvot-là qui sont liés au temps. Parce qu'un juif, bah, finalement, un juif, il doit avoir un seder, il doit avoir un planning, il doit avoir une organisation. On est extrêmement attaché au temps, à la valeur du temps. Comme je vous ai dit, j'ai acheté un petit sablier qui est sur mon bureau et qui sert à me rappeler que le temps passe et qu'il ne faut pas le perdre. En tout cas, cette idée de temps et de céder chez un juif, elle est essentielle. Et donc, on a voulu nous attaquer sur ça. Et ce message-là, il est peut-être valable jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on nous propose beaucoup. Et c'est d'ailleurs cette culture grecque qui est restée jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui concerne le sport, les loisirs, le fait de devenir toujours plus intelligent. Cette culture un petit peu là, bon, il y a du bon à prendre, mais aussi, il faut faire attention de ne pas passer à côté de sa vie euh, avec ces idées-là. Euh, Donc, à Hanouka, on a eu deux miracles. On a eu le sauvetage, le miracle de la guerre, puisque finalement, on nous a soumis. Et à un moment, il y a un petit groupe à la ville de Modine, ce sont les Maccabim qui ont décidé de se révolter. Ils étaient très peu. C'est ce qu'on dit dans le Halanissim, Masarta Giborim et Alachim. Donc, c'était une armée très forte et ils ont été mis dans la main des gens qui étaient faibles et très peu. De nombreuses personnes dans la main de Rabbi Beyan Mouatim, donc de nombreuses personnes dans la main d'un petit groupe. Donc tout ça, c'est le miracle en fait, parce qu'ils ont décidé de se révolter, de ne pas se laisser marcher dessus et de pouvoir perpétuer leur Torah et leur mitzvah. Donc ça, c'est le premier miracle, c'est la guerre. Le deuxième miracle, c'est le miracle que tout le monde connaît, de la fiole d'huile, puisqu'ils ont trouvé une seule fiole d'huile qui devait durer un jour. Finalement, elle a duré 8 jours, le temps de refaire de l'huile pure comme il faut, etc. Donc on a deux miracles à Hanouka. Et c'est ces deux miracles-là qu'on qu'on fête en quelque sorte. Euh, Ok. Alors on démarre avec les halachot. Il faut savoir que mitzvah chaviva me'od, le Rambam écrit, on va traduire directement, que la mitzvah du ner de Hanouka, c'est une mitzvah qui est très précieuse. Et il faut faire très attention avec cette mitzvah-là. Il faut y prêter de l'attention pour pouvoir justement diffuser le miracle que Kadosh Baruch Hu, les miracles que Kadosh Baruch Hu nous ont fait. Et il y avait même le père de Raphaël Kanevski qui mettait, le stapler qui mettait sa Hanoukia en place depuis le début du mois de Kislev, alors que Hanouka c'est 25 jours plus tard, pour montrer l'importance qu'il avait à cette Hanoukia. Au niveau du nombre de nérotes, selon le strict Odin, on pourrait allumer une seule une seule flamme par jour, mais on a l'habitude de faire mieux et de faire donc 8 nérotes, jusqu'à 8 nérotes, en tout cas une, euh, d'ajouter chaque jour un nerf. Donc chaque jour, on a le nerf Riyuv, le nerf qui est obligatoire, c'est le nerf du jour. Et les autres nérotes, ce sont des nerfs, ce qu'on appelle les nérotes à Hidour, les nérotes d'embellissement. Donc le troisième jour, bah, la bougie qui est tout à gauche, c'est celle du jour, mais les deux autres qui sont à droite, c'est des bougies d'embellissement. Pareil, on a également l'habitude de mettre un shamash. Comme on le sait, on ne peut pas utiliser la lumière de la Hanoukia, et donc on met un shamash comme ça pour pouvoir, si jamais on vient utiliser cette lumière, que ça soit l'utilisation, qu'on utilise la lumière du shamash. Chez les Sfaradim, on a l'habitude qu'un membre de la maison, le Baal Habayit, donc allume, il va acquitter il va acquitter tous les membres de sa famille. Euh, Très bien. S'il y a des membres de la famille qui ne se trouvent pas là lors de l'allumage, c'est pas bloquant. Du moment que la Hanouka est allumée dans le foyer, c'est bon. Mais le mieux, c'est quand même d'allumer en famille, puisqu'il y a un esprit de famille aussi à Hanouka. Chez les Ashkénazim, eux, ils ont l'habitude que chacun des membres de la famille allume sa propre Hanoukia en faisant la bracha. Et à ce moment-là, c'est bien qu'ils allument dans différents endroits pour diffuser le miracle encore plus. Zekeli Ve'anveu, on sait qu'on a un principe dans la Torah et les mitzvot, de manière générale. Zekeli Ve'anveu, c'est ce qu'on dit tous les jours dans Asia Shir Moshe, c'est mon Dieu et je le glorifierai. Ça veut dire en fait qu'on apprend de là que nos Chachamim expliquent que fais des mitzvot avec des belles choses. Fais-toi une belle souka, achète un beau chauffard, achète des beaux tzitzit, achète des belles filines, etc. Et donc c'est valable aussi pour la Hanoukia. Plus on va avoir une Hanoukia qui est belle, mieux la mitzvah va être faite. Euh, et donc c'est quelque chose qui est magnifique. L'année dernière, j'avais pas beaucoup de sous, mais je me suis chauffé à acheter une Hanoukia en argent et je la garderai toute ma vie, Bezrat Hashem. C'est un investissement
Et c'est des objets qui sont magnifiques, qu'on garde. Et en tout cas, on montre par ça à Kadosh Baruch Hu la, la, l'attachement qu'on a au mitzvot. Parce que souvent, dans pas mal d'objets, on est prêt à mettre le prix. Mais dès que c'est des objets de mitzvot ou des choses, ou des. Voilà, on se dit tout de suite, bon, bah, c'est bon, je prends un petit Hanouka comme ça, c'est mignon, c'est sympathique. Alors que non, on a la possibilité de montrer à Kadosh Baruch Hu notre amour des mitzvot et notre amour de la Torah. Je vous la montre, parce qu'elle est à côté de moi, pour que vous ne preniez pas que je vous raconte des salades. Voilà, une Hanouka fabuleuse, fantastique. Et donc, il faut investir dans les mitzvot, c'est très important. Et surtout, quand on n'a pas beaucoup d'argent, il faut encore plus investir. C'est là qu'on montre qu'on est prêt à faire des choses pour Hachem. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? On continue. Dans la Hanoukia en argent, si on est Hanoukia en argent, si on met des petits verres en verre, bien entendu, c'est considéré quand même comme une Hanoukia en argent, puisque la majorité de la Hanoukia est en argent. Après, il y a des belles Hanoukia aussi en verre, en métal. Il y a tout type. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de beau. Si quelqu'un il a une Hanoukia en or, mais c'est juste un petit tube avec des trous, et qu'il a une super belle Hanoukia en verre, bien évidemment qu'il vaut mieux prendre la Hanoukia en verre. C'est pas seulement par rapport à la matière qu'on considère la chose. Chayavim be'adlakat nerot Hanouka. Qui est obligé d'allumer les nérodes de Hanouka? Globalement, tout le monde est obligé d'allumer les nérodes de Hanouka, mais on ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails de ça parce que sinon ça serait trop long. Concernant les enfants qui arrivent en âge de Gil Khinour, donc en âge d'éducation, c'est-à-dire à peu près 5 6 ans en fonction de la rfifout de l'enfant. Alors, chez Adliko et Nerot Haïdour Bechol Laïla. On peut leur donner à allumer les Nerot Haïdour. Donc, comme on a dit, les Nerot Haïdour, chaque jour, on a la bougie du jour et toutes les autres bougies, c'est les Nerot Haïdour. On peut donner à allumer à l'enfant ces autres bougies. Euh, Très bien. Maintenant, des enfants qui ne sont pas arrivés en Gil Khidour, donc qui sont en dessous de 5 ou 6 ans comme ça, alors on ne va pas leur donner à allumer même ces Nerot de Hidour là, mais on peut leur donner par exemple le shamash. C'est bien, on peut leur donner le shamash. Euh, Voilà, en tout cas pour les faire participer à cette mitzvah-là et pour leur enseigner ça aussi. Il y a aussi un din concernant, juste concernant le petit. Si c'est un petit donc, qui est moins que Gilchinour, donc de moins que 5 ou 6 ans, s'il y a un adulte qui lui tient la main, euh, ce sera permis de lui donner à allumer les nérotes de Hidour. Mais en gros, l'idée, c'est que s'il est en Gil Hidour, on peut lui donner les nérotes de Hidour, pas la bougie du jour, hein. Dans tous les cas, ça, c'est le balabé qui doit l'allumer absolument. Et s'il est moins que Gil Hidour, alors on lui donnera le shamash à allumer, histoire qu'il participe. Concernant le din de si on est invité à Hanouka, est-ce qu'on est acquitté, est-ce qu'on doit participer financièrement, etc. Là aussi, c'est des sujets qui sont assez longs qu'on ne peut pas détailler maintenant. Et je ne connais pas moi-même tous les détails de ça, même si les halakhot sont écrits. Mais en tout cas, chacun doit se référer à son rave pour ça, pour savoir si on est dans un cas particulier. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que quand on doit allumer dans l'endroit où on va dormir, pas dans l'endroit où on va manger, mais dans l'endroit où on va dormir. Dès lors qu'on va dormir dans un endroit, c'est là-bas, en théorie, qu'on devrait allumer. Mais encore une fois, c'est des choses qui sont à confirmer, comme il crée les gouffos en fonction des cas, avec son rave. Puisqu'il faut avoir un rave, c'est extrêmement important. Concernant les mèches et les huiles, Shemen Zvaïd, mitzvah minavufra ladlik nerot Hanouka ve Shemen Zvaïd. Le top de la mitzvah, c'est d'allumer les nérodes de Hanouka avec de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que ça fait une plus belle flamme. L'huile d'olive, c'est magnifique. D'ailleurs, pareil pour Shabbat, c'est l'idéal aussi. Et également parce que le miracle qui a été fait au Beth Amikdash, c'était avec de l'huile d'olive, donc c'est aussi par rapport à ce miracle-là. Il faut savoir que c'est une mitzvah de faire en sorte qu'on ait des belles nérodes de Hanouka. Et pareil au niveau que ce soit de la Hanoukia et des nérodes qu'on va allumer, tout ce qu'on va embellir dans ça. Alors, on nous dit que par le mérite de ce chivouv, donc ce chérissement de la mitzvah et le hidour de la mitzvah qu'on va faire, on mérite d'avoir des enfants qui sont Talmidei Chachamim, donc dans la Torah Bezrat Hashem, parce que oui, il est écrit comme ça, qui ner mitzvah vetora or. Ner mitzvah vetora or. C'est quoi l'explication de ner mitzvah vetora or?
Chalier des nerfs mitzvah, c'est-à-dire que par le nerf de mitzvah, par une flamme, une bougie qui est de mitzvah, donc c'est Hanouka, ça peut être aussi Shabbat. Quand on fait attention aux nérodes de Hanouka et quand on fait attention aux nérodes de Shabbat, comme il faut et du mieux possible, alors qu'Iner mitzvah, Torah or, la lumière de la Torah va venir. Donc c'est une ségoula de faire attention aux nérodes, que ce soit la lumière de Hanouka ou la lumière de Shabbat, pour avoir des enfants dans le Derech HaTorah Bezrat Hashem. Et également, c'est un bon moment quand on allume les nérodes de Hanouka de prier à Kadosh Baruch Hu. C'est un très grand moment de tefila. On va reparler de ça à la fin avec quelques ségoulottes de Hanouka. Mais en tout cas, il faut savoir et retenir ce principe-là qui est intéressant et important. C'est que au moment où on fait une mitzvah, kol haoskim mitzvot, nachon pihem velibam les tefila lifnei Hashem yitbarach. Tous ceux qui sont affairés à des mitzvot, au moment où on est occupé à une mitzvah, alors notre bouche et notre cœur sont en accord et donc nos tefilot sont beaucoup plus acceptés. C'est pour ça qu'il y a plein d'exemples où on fait une bracha ou une fila au moment où on fait la mitzvah. Par exemple, Nérod de Shabbat, c'est bien de prier au moment de Nérod de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire la mitzvah de Nérod de Shabbat et donc on prie à ce moment-là. Pareil, quelqu'un qui vient de monter à la Torah, il est éclairé d'une certaine lumière, etc., par la mitzvah qu'il vient de faire de monter à la Torah. On lui dit Chazak et il dit Chizku veimtsu, par exemple. Il renvoie la bracha comme ça, parce qu'il a une force de bracha à ce moment-là, parce qu'il vient de faire une mitzvah. C'est un klal qu'on a de manière générale. Et donc, c'est valable aussi pour Hanouka. Celui qui n'a pas d'huile d'olive maintenant, alors il peut allumer avec d'autres huiles, il n'y a pas de problème. Et celui qui n'a pas d'huile, il peut aussi allumer avec des bougies en cire. Très bien. L'huile d'olive, il faut faire attention à prendre. Des fois, il y a de l'huile d'olive, ce qu'on appelle carouche. C'est de l'huile d'olive qui est un peu solidifiée, gélifiée. Et dès qu'on allume, ça devient liquide. Ça, c'est bon, il n'y a aucun problème. Une huile, par contre, qui est dégoûtante, répugnante, sale, etc., c'est pas un caveau de la maison, on ne pourra pas allumer avec. Il faut faire attention aussi, des fois, on achète de l'huile d'olive pour allumage. Donc, des fois, il y a des bouteilles d'huile d'allumage qui sont vendues un petit peu moins chères. Et il y a marqué huile d'allumage, mais il faut faire attention parce que ce n'est pas forcément de l'huile d'olive. Il faut faire bien attention qu'il y ait marqué Shemen Zahit la Mahord, ou en français, huile d'olive pour allumage. Et faire attention à ça. Et entre vous et moi, j'ai fait le test d'acheter de l'huile d'olive qui est comestible. La flamme n'a absolument rien à voir avec de l'huile d'allumage qui fait aussi une flamme correcte. Mais l'huile comestible, forcément, elle est beaucoup plus raffinée et la flamme est beaucoup plus belle. Donc ça vaut le coup d'acheter ces deux bouteilles d'huile d'olive pour pouvoir faire Hanouka et ça sera un embellissement de la mitzvah. Euh, Bien entendu, on ne peut pas allumer les bougies de Hanouka avec de l'électricité. Celui qui allume une Hanouka avec l'électricité pour diffuser le miracle, etc., c'est super. Et oui, il diffuse le miracle, comme sur une voiture et autres, mais on ne peut pas faire une bracha, bien entendu, sur ça, et on n'est pas acquitté pour ça. Euh, Il faut savoir aussi que les bougies en couleur qui sont données partout, etc., les petites bougies, là, on connaît tous la boîte où il y a les bleus, les rouges, la blanche, etc. C'est un problème, pourquoi? Parce qu'elle ne dure pas 30 minutes. Et même si vous allumez une bougie comme ça pour faire le test indépendamment et qu'elle dure 30 minutes, ça peut être aussi problématique. Pourquoi? Parce que quand les bougies sont les unes à côté des autres, elles se réchauffent et donc elles vont fondre encore plus vite. Et donc si on n'a pas les 30 minutes, on est dans un vrai problème de bracha levatala chas v'shalom. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention qu'on allume des choses qui durent vraiment 30 minutes. Euh, et il faut qu'il y ait 30 minutes au moment où on allume. Pas s'il y a un peu d'huile et je vais compléter après pour qu'il y ait 30 minutes. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'au moment où j'allume, il faut qu'il y ait la quantité nécessaire d'huile ou de cire ou de tout ce que vous voulez pour que ça puisse durer 30 minutes pleines. Au moins 30 minutes. Euh, Très bien. C'est bien d'allumer les mèches un petit peu avant l'allumage et même les éteindre comme ça pour que dès qu'on allume, ça prenne directement avec l'huile et ça s'allume rapidement. On peut changer les mèches, on peut ne pas les changer, c'est pas obligatoire. On peut changer pour faire des mèches plus neuves, mais on peut utiliser aussi les mèches qu'on avait utilisées parce qu'elles vont mieux s'allumer et qu'elles ont déjà pris. Bon, ça c'est un calcul, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Euh, Le Shabbat, on dit que c'est 30 minutes. Le Shabbat, c'est pas 30 minutes. Il faut qu'il y ait plus que 30 minutes. Il faut qu'il y ait 30 minutes à partir de la tombée de la nuit. Donc, à partir de l'entrée du Shabbat, ça sera quelque chose comme peut-être 1 heure et demie. Donc, ça aussi, c'est important de vérifier. Au niveau de l'emplacement de la Hanoukia, Bedirat Karkash et Petach Habayit Poné les Reshut Arabim. Donc, sur quelqu'un qui habite quelque chose qui donne sur la rue, c'est bien de mettre les nérodes de Hanouka à l'entrée de la maison. Il y en a qui mettent même dans une boîte comme ça en verre
pour diffuser le miracle. Si quelqu'un a une cour, ben, c'est bien qu'il mette à l'entrée de la cour et pas seulement à l'entrée de la maison, parce que si c'est à l'entrée de la maison, ben, personne ne va voir dehors. On doit faire en sorte que, d'après un vent prévisible, s'il y a un courant d'air, quoi que ce soit, il faut faire en sorte que ça reste allumé avec un vent qu'on peut prévoir en avance. Donc c'est pour ça que des fois, on va mettre une boîte en verre autour de la Hanoukia pour qu'on puisse être tranquille et que ça ne s'éteigne pas. Il faut faire attention d'allumer, mais il faut faire attention aussi que ça puisse rester allumé avec les paramètres que j'ai et la logique que j'ai. Quelqu'un qui habite dans un immeuble, alors, donc il n'y a pas d'ouverture directement sur la rue. Alors on mettra la Hanoukia à côté de la fenêtre qui donne sur la rue, là où il y a des passants, parce qu'encore une fois, l'idée c'est de diffuser le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire de diffuser le miracle. On insiste énormément à Hanouka sur la notion de Pirsou Manès, de diffuser le miracle, les miracles que nous a fait Akadosh Baruch Hu. On a vu la force de l'histoire de Hanouka avec l'histoire qu'on a racontée au début. Et Hanouka, vous pourrez remarquer que c'est une des fêtes, c'est intéressant d'ailleurs, qui est fêtée par de très nombreuses personnes. Il y a des gens qui font Kippour et Hanouka, alors que plein d'autres fêtes ne sont pas faites par les gens parce que Hanouka a quelque chose, toutes les fêtes sont magnifiques, mais Hanouka a quelque chose de particulier. Euh, Donc on met la Hanoukia face à la fenêtre pour qu'on puisse la voir. Maintenant, si quelqu'un habite plus haut euh, que à peu près 20 amotes, une amas c'est à peu près 50 cm, 48 cm. Donc en gros, quelqu'un qui habite à peu près au-dessus de 10 mètres, au-dessus de 9,60 m, ça correspond à peu près au quatrième étage. Alors on dit qu'en général, on ne regarde pas, quand on marche dans la rue, on ne regarde pas plus au-delà du quatrième étage. Maintenant, si la personne habite au huitième étage, mais qu'en face d'elle, il y a un autre immeuble, et il y a des gens du coup qui peuvent voir, alors ça peut quand même être intéressant, malgré la hauteur, de la mettre là-bas, face à la fenêtre, parce qu'il y a des gens qui vont voir en face. On avait dit que c'est quelqu'un qui habite sur quelque chose qui donne sur la rue, c'est bien qu'il le mette à l'entrée de sa maison, même à l'extérieur, dans une boîte ou autre. Mais si quelqu'un a peur qu'on lui vole sa Hanoukia, ou ou alors que le fait qu'il allume maintenant chez lui et pas dehors, alors ça va plus ancrer en lui le miracle de Hanouka, en lui, en sa famille, il va pouvoir plus vivre la fête d'une meilleure façon, etc. Il va pouvoir raconter la fête, les miracles aux membres de sa famille, et ça va leur renforcer leur émouna, leur bitachon, etc. Il peut mettre sa Hanoukia dans la maison directement, et il accomplira un Pirsou Manès qui est plus en qualité, un Pirsou Manès Irhouti, et pas en camoute, pas en quantité, parce qu'il y a aussi cette notion de qualité du Pir Soumanès, et dans notre propre foyer, il y a aussi cette notion-là de Pir Soumanès, de diffuser le miracle. Donc c'est pour ça qu'on a donné les différentes options, mais qu'après, c'est chacun en fonction de comment il veut vivre la chose et des différentes possibilités techniques. Et des fois, il faut faire quelque chose, un compromis, pour pouvoir aussi ne pas oublier notre propre Pir Soumanès. Chez nous, c'est important. Si on a une Hanoukia et qu'on la voit même pas, moi, personnellement, je ne pourrais pas faire une chose pareille. J'ai besoin de voir ma Hanoukia, ça m'apporte énormément. Donc, il faut trouver quelque chose qui convient comme ça. Au niveau de la hauteur de la Hanoukia, là où on la place, on ne peut pas la mettre à moins que 3 tfachim, donc moins que 24 cm. À partir du sol, c'est interdit. Il faudrait la mettre en dessous de 10 tfachim, donc en dessous de 80 cm. Mais au-dessus de 80 cm, c'est bon aussi. Il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas dépasser 20 amot, il ne faut pas dépasser 10 mètres, 9,60 m, ça c'est interdit. Donc, même au-dessus de 80 cm, il n'y a aucun problème. D'autant plus si jamais ma fenêtre, par exemple, elle est à 1 mètre de hauteur. Alors là, les khatrila, a priori, sans aucun problème, je peux mettre ma Hanoukia à cette hauteur-là pour qu'on puisse justement la voir de la fenêtre. Euh... Eh bien, Zman Adlaka, au niveau du temps de l'allumage, donc a priori, il faut allumer immédiatement à la tombée de la nuit. Donc, c'est cet incroyable des étoiles. Très bien. Chez les Ashkénazim, il y en a qui ont l'habitude d'allumer à la sortie des étoiles. Il y en a qui ont l'habitude aussi d'allumer à partir du coucher du soleil, la Shkiat Achaba. Mais il faut faire attention toujours qu'il y ait cette demi-heure que les nérodes brûlent après la sortie des étoiles. Ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Après, celui qui doit sortir de chez lui, qui ne peut pas allumer à la nuit, etc., il y a des autorisations pour allumer à partir éventuellement du Plag à Mitra, qui est un horaire qui est un peu plus tôt, un peu avant le coucher du soleil. Mais pour ça, il faut faire très attention, il faut demander à un rave en fonction du contexte, des cas, etc.
On peut allumer toute la nuit. Maintenant, l'idée, c'est quand même d'allumer quand il y a encore du passage, bien évidemment. Si quelqu'un il rentre très très tard, bah, c'est bien s'il peut avoir quelqu'un de sa famille avec lui pour qu'au moins il y ait un Pierre Soumanès, une diffusion du miracle avec lui pour qu'il soit pas tout seul. Mais sinon, il pourrait quand même allumer, en tout cas, tant qu'il fait nuit. Tant qu'il fait nuit, on peut allumer. Zman Tfilat Arvit. Donc, à quel moment on fait Arvit? Souvent, dans les synagogues, vous avez remarqué qu'on fait Arvit. On fait Mincha avant la Shkiat Hachama, avant le coucher du soleil. Et on fait Arvit juste après la Shkiat Hachama, juste après le coucher du soleil. Et après, on n'oublie pas de refaire le schéma. Puisque quand on a fait schéma, il faisait encore jour. Or, on doit faire schéma le soir aussi. Donc, quand la nuit arrive, on refait le schéma. Donc, qu'est-ce qu'on fera dans une configuration où c'est Hanouka? Ben, en général, ce qui se passe, c'est qu'on fait exactement pareil. Et on va d'abord d'ailleurs faire Arvit. Pourquoi? Parce qu'on a un principe qui nous dit que Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. C'est-à-dire que quand on a une mitzvah qui est fréquente, une mitzvah qui est plus fréquente, ben, on fait d'abord la mitzvah qui est plus fréquente. Donc Arvit, c'est tous les soirs de l'année. Hanouka, c'est 8 soirs dans l'année. Donc Arvit, après séance, sur l'allumage de la Hanoukia. Pareil au niveau du schéma. Avant d'allumer la Hanoukia, on va faire d'abord le schéma. Parce que quand on a fait schéma, il faisait encore jour. Donc là, maintenant qu'il fait nuit, on fait d'abord le schéma. Et ensuite seulement, on allumera la Hanoukia. Euh, Très bien. C'est bien de préparer les mèches pendant qu'il fait encore jour, comme ça, dès qu'on arrive de la Sina, bah, on peut allumer directement sans traîner. Après, il y a aussi des rabbinim parfois qui attendaient le soir et qui ne faisaient pas tout de suite à Tzedak Kochavim. Il y a une histoire avec le Chafetz Chaim qui allait chez son Rav et il a vu qu'il allumait pas la Hanoukia. Et il y a 1 heure qui passe, 2 heures qui passent, 3 heures qui passent. Il n'a toujours pas allumé la Hanoukia, il fait nuit depuis 3 heures. Et à un moment, il entend toquer à la porte, c'était la femme du Rav qui n'était pas encore rentrée. Et le Rav après lui a expliqué à son élève, le Chafetz Chaim, il lui a dit que s'il avait allumé sans elle, bien qu'il aurait pu acquitter la maison, parce qu'on a dit que si le Balabait allume, il acquitte tout le monde, mais elle aurait été impactée de ça, ça lui aurait fait de la peine. Elle n'aurait pas participé à la fête de Hanouka, à la diffusion du miracle, etc. Donc, ça aussi, c'est des calculs à faire. Si vous savez que d'allumer en famille, ça va apporter énormément, alors on peut attendre comme ça. Mais dans l'idée, dans l'idéal, il faut essayer d'allumer le plus tôt possible. Ou des fois, toute la semaine, on ne peut pas faire ça, mais on peut le faire un soir ou deux où on peut vraiment allumer assez tôt. Et donc ça, c'est important. Euh, il y a des Ashkenazim ceux qui ont l'habitude, on a dit, c'est les Ashkenazim, il y en a qui ont l'habitude d'allumer à partir de la Shkia, donc à partir du coucher du soleil, mais ils prient Arvit que à partir de la sortie des étoiles. Alors eux, ils vont faire l'inverse, ils vont d'abord allumer les nérodes de Hanouka, et ensuite seulement ils vont prier Arvit. Si maintenant l'heure de la nuit est arrivée, alors là, il n'y a plus de discussion, ils doivent d'abord faire Arvit, et ensuite seulement ils allumeront les nérodes. Euh, Très bien. Quelqu'un qui sait qu'il va pas rentrer toute la nuit, alors il dira par exemple à sa femme qu'elle allume et sa femme l'acquittera de son obligation. Pareil, s'il y a le fils qui est au-delà de l'âge de la bar mitzvah, il peut allumer, il n'y a pas de problème. Chez les Ashkénazim, si cette personne-là qui ne rentre pas chez lui se trouve dans un endroit où il a la possibilité d'allumer, alors c'est bien qu'en plus des bougies qui ont été allumées chez lui par sa femme ou par son fils, que lui aussi puisse allumer là-bas, mais il allumera sans bracha parce que dans son foyer, on a allumé avec bracha. Donc ça, c'est les Ashkénazim, mais chez les Sfaradim, il n'y a pas de problème, même si on n'est pas chez soi, on peut nommer quelqu'un, parce qu'encore une fois, il faut un allumage par foyer. Maintenant, vous avez compris que l'idée, c'est quand même de se regrouper et de participer ensemble à cette mitzvah extraordinaire. Euh, Avant l'allumage. Avant l'allumage, donc à partir du moment où l'heure de l'allumage est arrivée, donc la sortie des étoiles, dans la demi-heure qui précède, on ne doit pas manger une séouda de plus de kabetza, du gâteau ou du pain, peu importe, en tout cas plus de 54 grammes, c'est ce qu'on appelle une séouda fixe. On ne peut pas manger ça dans la demi-heure précédant l'allumage tant qu'on n'a pas allumé, de peur qu'on traîne dans notre repas et qu'on oublie d'allumer. Par contre, tout ce qui est une boisson, du poisson, du riz, enfin, pas ces 54 grammes de maisonnottes ou de pain, là, il n'y a pas de problème de les manger.
Euh, Si quelqu'un a commencé malgré tout à manger, qu'il est dans cette demi-heure-là, il a commencé dans cette demi-heure-là à manger, alors il devra s'arrêter pour pouvoir allumer les nérotes à l'heure. Maintenant, si la personne a commencé pendant que c'était encore permis, donc avant cette demi-heure-là, donc admettons 1 heure avant, la personne a commencé à manger, et maintenant elle a continué à manger, elle n'a pas l'obligation de s'arrêter dans la demi-heure, mais c'est quand même bien que la personne s'arrête pour pouvoir allumer directement à l'heure, puisqu'on a un principe que Zrizim, Magdimim, Zrizim, Magdimim, la mitzvot. Melacha, pareil, concernant le fait de faire un travail dans la demi-heure qui précède le temps de l'allumage, donc la demi-heure juste avant la sortie des étoiles. Alors, euh, pareil, on n'a pas le droit de commencer un travail de peur qu'on oublie d'allumer les nérodes. Si on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a commencé malgré tout un travail dans la demi-heure avant le temps de l'allumage, il faut s'arrêter pour pouvoir allumer les nérodes de Hanouka à l'heure, une fois le moment venu. Maintenant, si on a commencé alors que c'était permis, donc avant cette demi-heure, pareil que ce qu'on a dit tout à l'heure, donc on a commencé, admettons, 1 heure avant, alors la personne n'a pas l'obligation de s'arrêter, elle peut vraiment attendre pile le début de l'allumage, mais c'est quand même bien qu'elle s'arrête dès qu'elle rentre dans la demi-heure qui précède l'allumage. En fait, la demi-heure qui précède l'allumage, on dit alerte rouge, attention, on allume bientôt, et donc voilà. Pareil pour le sommeil, dans la demi-heure qui précède l'allumage, on n'a pas le droit de dormir, de peur qu'on en vienne à oublier. Concernant le Limoud Torah, dans la demi-heure, on n'a pas interdit, mais on ne peut pas commencer à étudier si l'heure de l'allumage est arrivée. Si l'heure de l'allumage est arrivée, on devra étudier directement. Mais dans la demi-heure qui précède l'allumage, concernant le Limoud Torah, là, on n'a pas cette xéra des Chachamim, contrairement au fait de travailler ou au fait de manger, parce que, encore une fois, la valeur du temps, la valeur de l'étude de la Torah, etc. Si quelqu'un a commencé malgré tout, alors qu'il ne devait pas, il a commencé à étudier alors que c'est l'heure d'allumer maintenant et la nuit est sortie, il faut s'arrêter d'étudier pour pouvoir allumer. Chômeur, celui qui veut, dans toutes les configurations qu'on a dit où on ne doit pas commencer à manger plus de 54 grammes de pain ou de maisonnote, à dormir, à faire un travail, etc. On a le droit, si on veut, de nommer un chômeur, quelqu'un qui va nous rappeler et de dire attention, c'est l'heure de l'allumage, arrête de manger ou arrête ton travail, etc. Et à ce moment-là, du coup, ça sera permis de faire toutes ces choses-là pendant cette demi-heure-là. Toute cette interdiction-là de commencer des choses dans la demi-heure précédant l'allumage, ce n'est que pour celui qui va allumer la Hanoukia. Mais si il y a des membres de la famille qui sont acquittés, alors on ne leur impose pas cette chose-là. Très bien. On a l'habitude que les femmes, maintenant on est dans la demi-heure après l'allumage, on a l'habitude que les femmes ne fassent pas de mélacha la première demi-heure après l'allumage, donc dès qu'on vient d'allumer. Parce que en ne faisant rien, enfin, ça va leur permettre de se concentrer comme ça sur le miracle de Hanouka, de vivre la fête, de regarder les nérotes, de prier devant les nérotes, etc. Parce que dès qu'on commence à faire d'autres choses, alors on se perturbe à d'autres choses. Tout ce qu'on dit que, par exemple, ces choses-là, c'est par exemple d'aller faire une lessive, d'aller coudre, etc. Mais si c'est pour faire, par exemple, faire des beignets ou quelque chose qui est lié à la fête, là, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'allumage, donc le seder de la Adlaka, avant d'allumer, donc on a trois brachot à faire. Donc on fait d'abord les brachot et ensuite on va allumer. On fait d'abord les trois brachot. Le premier soir, on fait trois brachot. Tous les autres soirs, on fait deux brachot. La première bracha, c'est Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'miltav etzivanu le'adlik ner Chanukah. Ça, c'est la première. La deuxième bracha, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa nissim la'avotenu b'yamim ha'em ba'zeh manazeh, par rapport au miracle que Hachem nous a fait, etc. Et la troisième bracha, c'est Shechianu. C'est bien de dire les Hadlik Ner Chanukah, de ne pas dire les Hadlik Ner Shel Chanukah. Il faut dire les Hadlik Ner Chanukah. Certains Ashkenazim, eux, ont l'habitude de dire les Hadlik Ner Shel Chanukah, et c'est fondé pour ceux qui en ont l'habitude. À partir du deuxième soir, on ne fait donc plus Sherianou. Celui qui achète une nouvelle Chanoukia, alors quand il fait Sherianou, ben, il peut penser à acquitter en même temps sa nouvelle Chanoukia. Euh, Très bien.
Quelqu'un qui ne sait pas faire la bracha, alors on va se tenir à côté de lui et on va lui épeler les différents mots. Il va les répéter et il pourra allumer lui comme ça directement. Maintenant, si même répéter les mots, il ne sait pas, alors quelqu'un peut faire la bracha pour lui, le balamaït, et la quitter. Et lui, il répondra Amen et il pourra quand même lui allumer lui-même. Au niveau du placement des nérodes de Hanouka, on les place de droite à gauche. Donc là, normalement, l'écran que vous voyez, il est inversé, je crois, mais en tout cas, on les place de droite à gauche et on allume de gauche à droite. Donc la bougie qu'on va allumer, ça va être celle toujours qui est le plus à gauche. C'est la bougie du jour. Et ensuite, on allume les autres qui sont les nérodes du Hidour. Euh, Quand on allume, on ne retire pas la main directement, on attend d'abord que la flamme prenne bien et ensuite on peut passer à la bougie suivante. C'est important. Dès qu'on a allumé la première bougie, qui est la bougie du jour, la plus à gauche, alors à ce moment-là, on peut commencer à Nérot à la loue et pas avant. Pareil tous les autres soirs, dès qu'on a allumé la bougie du jour, on peut commencer à Nérot à la loue et après Mizmor chez Chanukah Tabeit les David et après pour ceux qui font des chants, etc. Donc d'abord on fait les brachot, ensuite on commence à allumer, on attend que ça prenne bien pour chaque bougie. Dès que j'ai allumé la première bougie qui est la bougie du jour, qu'elle a pris, ça y est, je peux commencer à ce moment-là à Nérot à la loue. À Nérot à la loue. On n'a pas le droit d'utiliser les bougies de Hanouka, d'ailleurs c'est pour ça qu'on met le shamash comme on l'a dit. Kaba aner chez Madlikin bo. Amadlik et nerot ou bemsad, la kaba aner chez ou Madlik et kolanerot. Quelqu'un, il a son shamash, il est en train d'allumer cette bougie-là, elle s'éteint. On ne peut pas allumer d'une autre bougie de mitzvah. C'est pas kavod pour les bougies de mitzvah, donc je reprendrai mon briquet ou mon allumette et je rallumerai à ce moment-là. Maintenant, concernant l'extinction des nérotes, si elles se sont éteintes, comment faire, quoi faire? Achar shel kohen nerot ratisha, dès lors que les nérotes ont brûlé une demi-heure, on a même le droit de les éteindre. Alors sans souffler, on ne souffle jamais sur une bougie, même quand c'est les anniversaires. La bougie, ça représente la neshama. On ne souffle pas avec un souffle de vie sur un roi chaim de notre bouche sur ce qui représente la neshama. Donc on éteint toujours une flamme comme ça. Mais en tout cas, après une demi-heure, on a le droit d'éteindre les bougies. Dans le but, vous avez compris, c'est de les laisser, et même de rajouter si on peut, pour qu'il y ait une ambiance, pour qu'on vive la fête, etc. Mais en tout cas, d'après l'Odine, après la première demi-heure, on pourrait même les éteindre. Et on pourrait même utiliser leur lumière après une demi-heure, puisqu'on n'est plus cette demi-heure-là d'obligation. L'obligation, c'est une demi-heure. Si on voit bien la Hanoukia, comme on a dit, c'est bien de ne pas les éteindre pour que le miracle se propage. Euh, Donc, quelqu'un qui doit sortir de chez lui, il faut qu'il les laisse au moins une demi-heure. S'il fait la bracha et tout, il faut qu'il laisse au moins une demi-heure. Après, il peut les éteindre s'il veut sortir de chez lui et qu'il a peur de laisser la Hanoukia allumée. Maintenant, concernant si ça s'éteint, on a un principe que kafta en zakukla. Si ça s'est éteint, on n'a pas besoin, sous-entendu, de rallumer. Si après qu'on ait allumé, on explique les détails de ce principe, alors il y a une porte qui s'est ouverte ou une fenêtre qui s'est ouverte, mais ce n'était pas prévu de base, hein, ça, c'était pas censé, je ne pouvais pas prévoir ça. Et donc, il y a eu un coup de vent et les nérotes, elles se sont éteintes, même si elles se sont par exemple toutes éteintes. Je n'ai pas besoin de revenir à nouveau et de les allumer, selon le din, parce qu'au moment où j'ai allumé, tout était en place pour que ça puisse durer au moins une demi-heure. Je n'ai pas besoin de les rallumer, mais c'est quand même mieux de les rallumer avec un briquet ou peu importe. En tout cas, pas à partir des nérotes qui sont restés allumés éventuellement, mais on les rallumera et bien entendu, on les rallumera euh, sans bracha, à partir d'un feu nouveau et sans bracha, ça serait quand même bien de les rallumer. Maintenant, si de base, quand j'ai mis mes nérodes dans ma Hanoukia, je les ai mis dans un endroit où il y avait du vent. Donc j'aurais pu prévoir le coup que ça allait s'éteindre. Donc là, je suis en tort à ce moment-là, s'il y avait une fenêtre ouverte, etc., etc. Et cetera. Et juste après un petit temps, ça y est, mes nérodes, elles se sont éteintes, il y a eu un coup de vent et je pouvais le prévoir. Alors là, c'est différent, parce que je pouvais le prévoir. Parce qu'au moment où je les ai mis, ces nérodes, elles n'étaient pas censées brûler une demi-heure, puisqu'il y avait des paramètres qui fait qu'il y avait, par exemple, du vent ou autre. Alors là, c'est comme si j'avais pas mis assez d'huile, par exemple, et donc là, je suis obligé d'allumer à nouveau. Et à nouveau, par contre, je ne ferai toujours pas la bracha. La seule différence, c'est que là, je suis obligé de rallumer. Si je pouvais prévoir le coup qu'il y avait du vent, je suis obligé de rallumer, mais toujours pas de bracha. Donc ça s'éteint. J'avais prévu, j'avais tout fait pour que ça s'éteigne pas. Je n'ai pas l'obligation de rallumer, mais c'est quand même bien de rallumer, sans bracha. Ça, si ça s'éteint et que c'était prévisible parce qu'il y avait une grande fenêtre ouverte, alors là, j'ai l'obligation de rallumer. Si ça s'est éteint dans la première demi-heure, on est toujours dans la première demi-heure.
j'ai l'obligation cette fois de rallumer et toujours sans bracha. Euh, la veille de Shabbat de Hanouka, donc il y a forcément toujours un Shabbat dans Hanouka, c'est bien euh, de faire Mitra plus tôt pour pouvoir faire l'allumage après Mitra. C'est quand même bien, mais ce n'est pas obligatoire. Et bien entendu, le truc principal, c'est de faire Mitra en minyan. Ça, c'est une idée globale. La veille de Shabbat, faire attention que ça brûle, comme on a dit, une demi-heure après la sortie des étoiles. Donc forcément, il faut mettre beaucoup plus, puisque Shabbat rentre à peu près 1 heure et demie avant la sortie des étoiles. Donc il faut que ça dure en tout cas au moins une demi-heure après la sortie des étoiles. Donc globalement, disons 1 heure et demie, 2 heures. Euh, Donc Shabbat, on allumera d'abord les nérodes de Hanouka et ensuite les nérodes de Shabbat. C'est dans cet ordre-là que ça se fait. D'abord les nérodes de Hanouka et ensuite les nérodes de Shabbat. Euh, Très bien. Concernant le déplacement de la Hanoukia à Shabbat, on n'a pas le droit de déplacer la Hanoukia une fois qu'elle, quand elle est allumée, c'est évident qu'on n'a pas le droit de la déplacer. On ne déplace jamais une bougie. Parce que dès qu'on bouge une bougie, bah, on est mavir, on attise la flamme et donc on fait du feu, c'est interdit. Mais la question se pose aussi une fois que c'est éteint. Je ne peux pas la rentrer dans ma maison ou la déplacer dans un autre endroit. Donc c'est pourquoi, si je sais que je vais avoir besoin de déplacer ma Hanoukia une fois qu'elle sera éteinte, je dois faire un tnaï, cette condition-là, à la veille de Shabbat et dire que après que ça se sera éteint, les nérotes, j'aurai le droit de déplacer. Une fois que j'ai fait ce tnaï-là, c'est bon, c'est pas mouxé, il n'y a pas de problème. Les Ashkenazim, eux, sont plus durs et ils permettent de faire ce tnaï-là que s'ils ont besoin vraiment de l'endroit où il y a la Hanoukia. Absolument. Donc, il faut faire ce tnaï-là dans tous les cas, que de dire une fois que ça sera éteint, j'aurai besoin de déplacer ma Hanoukia. De cette manière, une fois que c'est éteint et pas avant, on pourra déplacer la Hanoukia. Euh... Motzei Shabbat. Donc, à la sortie de Shabbat, à la maison, on fait d'abord la Havdalah. Et ensuite seulement on fait l'allumage de la Hanoukia. Donc pour Shabbat, on a dit à la maison, d'abord on allume la Hanoukia avant Shabbat, après les nérodes de Shabbat. Et après Shabbat, on fait d'abord la Havdalah et ensuite on allume la Hanoukia. À la synagogue, on fait l'inverse, on fait d'abord la Hanoukia et ensuite la Havdalah pour les synagogues qui ont l'habitude de faire, qui ont l'habitude de faire l'allumage de Hanouka pour diffuser le miracle. Si c'est une synagogue où on ne fait pas la Havdalah, alors il faudra quand même faire la Havdalah un petit peu avant la fin de Harvit, pour laisser un petit temps que de finir Harvit, par exemple les derniers passages de Harvit, pour que les gens puissent profiter de cet allumage-là, parce qu'on fait une bracha à la Sila. On ne peut pas s'acquitter d'ailleurs de cette bracha, elle est indépendante de celle qu'on doit faire à la maison. Mais si on fait une bracha, alors il faut qu'il y ait une diffusion du miracle pendant un certain temps. On ne peut pas dire ils font Harvit, ils allument la Hanoukia et puis ils partent de la Sila. Il faut qu'il y ait au moins un petit profit de la lumière. C'est pour ça que c'est bien pour ceux qui organisent la Havdalah, parce qu'il y aura d'abord l'allumage de la Hanoukia et ensuite la Havdalah. Et pendant tout le temps de la Havdalah, bah, la Hanoukia, elle est en train de brûler. Donc, de base, ce minag d'allumer à la Sina, c'est parce qu'il y avait des moments où il y avait des dangers pour les Juifs d'allumer dehors, chacun dans leur maison, etc. Donc, ils se regroupaient à la Sina pour allumer. Et c'est resté depuis parce que ça fait partie du Pirsou Manès, de la diffusion euh, du miracle. On n'est pas acquitté par cette adlaka, comme on a dit, de la synagogue. En aucun cas, on est acquitté. Mais ça rentre dans le cadre de diffuser le miracle, etc. Concernant concernant les restes d'huile, après la demi-heure, la première demi-heure où ça a brûlé, on a dit, il n'y a aucun problème, on peut éteindre, c'est plus le néron de mitzvah, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est éteint dans la première demi-heure de l'allumage, alors le lendemain, j'ai le droit de venir et de prendre ces mèches, cette huile et de rajouter de l'huile pour pour pouvoir allumer. Si maintenant on est le huitième jour, donc j'aurai plus de besoin de rajouter de l'huile, qu'est-ce que je peux faire donc avec cette huile finalement? Je n'ai pas le droit de l'utiliser pour la manger ou pour quoi que ce soit. Donc je devrais brûler cette huile parce que c'est une huile de mitzvah. Et encore une fois, on est dans le cas où c'est de quelque chose qui était dans la première demi-heure. Cette huile de mitzvah-là, on devra la brûler ou la réutiliser s'il reste encore des jours de Hanouka. Par contre, si on est dans après la demi-heure, donc il n'y a pas eu d'extinction, ça a brûlé facilement plus d'une demi-heure, alors j'ai le droit d'utiliser l'huile pour n'importe quel besoin sans aucun problème. L'huile d'olive qui resterait dans une bouteille, par exemple, alors là, il n'y a aucun problème de l'utiliser pour de la nourriture, etc.
Et concernant le reste des mèches, alors, il y en a qui brûlent les mèches. Il y en a qui disent que c'est des mèches voilà, de mitzvah, et donc de les brûler. Et il y en a qui ont l'habitude de les brûler à Pessah, puisqu'on essaye toujours d'aller d'une mitzvah à une autre, comme il y en a qui ont l'habitude de brûler l'oulav à Pessah, alors il y en a qui ont l'habitude de brûler les mèches de, de, de Hanouka à Pessah, puisqu'on a fait une mitzvah avec, alors on fera encore une autre mitzvah. Des minagim de Hanouka, de manière générale, pour terminer. Seudat mitzvah, donc à Hanouka, on a l'habitude de multiplier les seudot pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour vivre au mieux la fête, etc. De raconter les miracles, de multiplier les seudot comme ça pendant toutes ces 8 jours-là. Bien sûr, il faut que ça soit fait dans la Gdusha, dans les règles, etc., comme il faut. Pareil, à Shabbat de Hanouka. Alors, si Shabbat, de manière générale, on doit multiplier les seudot, alors à Shabbat Hanouka, il faut encore plus multiplier les seudot. C'est quelque chose de super. On a l'habitude aussi à Hanouka de manger des mechalavi ou des beignets halavi, etc., par rapport à l'histoire de Yehudit, qui a amené du fromage à un empereur, il a commencé à faire du mal aux Juifs, et lui a donné du fromage, après lui a donné du vin, lui a donné du fromage pour qu'il ait soif, ensuite elle lui a donné du vin, avec le vin il était éclaté, et elle lui a coupé la tête, et ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup aidé les Juifs, donc c'est en souvenir de ça. On a l'habitude aussi de manger des beignets, des souganiotes. Le Rambam, il parle des beignets, il dit que c'est une bonne chose de manger des beignets. Je sais plus si c'est le Rambam ou le père du Rambam, j'avais lu ça. En tout cas, c'est des minaks qui sont importants au-delà des calories et du plaisir gustatif. Si c'est une pâte qu'on va faire pour faire des beignets, pour faire frire, on ne prélève pas la challah sur cette pâte-là, contrairement à une pâte qu'on aurait fait utiliser un, pour utiliser un, pour faire un pain. On fera toujours la bracha rishona, la bracha harona si on a mangé les quantités, plus de 27 grammes de mésonotes, alors on fait bracha harona, faut pas oublier, etc. Euh, Très bien. On a l'habitude aussi de rajouter Alanissim dans la tfila. C'est dans la bracha de Modim. Donc Modim, on remercie Akadosh Baruch Hu. Et à la suite de ça, on dit Alanissim. Et on aussi remercie là-bas pour tous les miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait. On commence à dire sur Alanissim depuis le premier soir de Hanouka. Si on se trompe dans la Hamida et qu'on n'a pas dit Alanissim, il y a deux possibilités, deux étapes. Première étape, j'ai oublié de dire Alanissim et je m'en suis souvenu quand j'ai dit Baruch Ata. J'ai pas encore dit Hachem, Atov Shimchol Chanel Odot qui la juste après. J'ai juste dit Baruch Ata. Alors tout de suite, tu peux revenir et dire Modim Anachnoular, Alanissim. Et je reprends parce que Modim en fait c'est la suite. On remercie avec les sur tout ce qu'on dit dans Modim. Et à la suite de ça, on dit Alanissim. Donc là, pareil, j'ai dit Baruch Ata, sans encore avoir dit le nom d'Hachem. Alors je dis Modim, Anachnular, Alanissim, Alapurkan, etc., etc., etc. Maintenant, si j'ai deuxième cas possible, j'ai déjà dit Baruch Ata Hachem, de la bracha Atov Shimchal Chan Elodot. Maintenant, j'ai mentionné le nom d'Hachem, je continue ma Amida jusqu'à la fin. Et c'est bien juste avant Osé Shalom de dire Modim, Anachnular, Alanissim, Alapurkan, etc., etc. Euh, et après, on dira Osé Shalom. Donc ça, c'est par rapport à l'Anissim. Aussi, il faut savoir qu'il y a quelques petites précisions concernant l'Anissim. Il faut dire V à l'Anissim, parce qu'en fait, dans Modim, on dit plein de remerciements, et en fait, on vient rajouter ces choses où on vient remercier. Donc, il faut dire tout ce qu'il y a dans Modim, V à l'Anissim, et aussi sur les miracles de Hanouka, etc., etc., etc. C'est bien de dire Bayim Mahem, Bazeman Azé, et pas ou Bazeman Azé. Il faut dire Hashmonai, et pas Hashmonaï. Voilà. Et, et voilà. Et il faut dire Vekavu Shemona Yemer Hanouka Elou. Bealel ou Beoda. Donc ça, voilà, c'est quelques petites précisions. On dit aussi Alanissim dans le Birkat Amazon. Dans le Birkat Amazon, on le dit donc dans la deuxième bracha, qui est la bracha de Nodé, donc là où on remercie Akadosh Baruch Hu. Pareil que Modim, Modé, Nodé Lecha, c'est aussi où on remercie Hachem, puisque tous ces miracles, on vient remercier Hachem dessus. Si on a oublié dans le Birkat, pareil, il y a deux configurations. Si on s'en rappelle quand on a dit Baruch Ata, avant d'avoir dit Hachem à la Haaretz vers l'Amazon, qui est la bracha suivante, tant qu'on n'a pas dit encore Hachem, alors je peux revenir et dire Alanissim, directement, donc Alanissim, etc. Maintenant, si j'ai déjà dit Baruch Ata Hachem à la Haaretz vers l'Amazon, j'ai juste dit Baruch Ata Hachem, je suis arrivé déjà au Hachem, alors je continue mon Birkat Amazon et c'est bien à la fin de rajouter dans les Arachaman et de dire
Arachaman, ou Yaase, Imanu, Nissi, Veniflaot, Kemo, Sheasita, Lavotenu, Bayim, Baem, Azemanase, Bimimatacha, Ben Yochanan, etc., etc., etc. Vous avez compris, c'est un petit peu compliqué, donc le mieux, c'est de ne pas se tromper, de faire attention et d'être précis. Pareil pour ce qu'on a dit tout à l'heure qu'au moment de la tfila, au moment où on fait une mitzvah, pardon, les tfilot sont écoutées. C'est pareil aussi pour ça dans le birkat, qu'on fait les mitzvot du birkat, donc il y a plusieurs brachas. Et après, il y a plein de harachaman parce qu'on fait des demandes, parce qu'on vient de faire la mitzvah du birkat Amazon. Très bien. Le Hallel, on a l'habitude donc de lire le Hallel complet pendant les 8 jours de Hanouka. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est des jours qui sont très particuliers, comme on a dit. Donc, si on lit le Hallel complet, complet en plus, c'est pas pour rien. Et donc, il faut vivre ce Hallel, il faut essayer de prendre un livre traduit pour comprendre le Hallel. C'est quelque chose qu'on lit debout, qu'on lit avec des chants, avec des nigounim, mais c'est extraordinaire de le dire calmement, de le dire avec simcha. Le Tour nous dit Mitzvah minamufra lomar et Hallel beneima, donc c'est bien de dire le Hallel de agréablement, calmement, doucement avec de la simra, c'est très important, et pas de le bâcler ou de le jeter, etc. On n'a pas le droit également de s'interrompre pendant le Hallel, ça c'est très important. Des fois, quelqu'un qui vient et qui commence à parler, c'est un problème. Dans le Hallel, de la première bracha à la dernière bracha, on ne peut pas s'interrompre en plein milieu, sauf si c'est pour les 5 premiers amens du Kaddish, une Kedusha, Barechu ou une bracha, où là on pourra répondre Amen. Mais sinon, on ne peut pas s'interrompre. On lit la Torah également tous les jours de Hanouka. Donc il y a des choses particulières qu'on lit chaque jour. Le 8e jour de Hanouka, j'en parlerai bien d'ailleurs, il y aura un audio spécialement sur ça, mais voilà, pour terminer quelques points, le 8e jour de Hanouka, il s'appelle Zot Hanouka, en référence au passage de la Torah qu'on lit dans ce jour-là où on dit Zot Hanouka Tamizbeach, etc. C'est un des jours les plus puissants de l'année, il faut le savoir. Il y a le rabbi Israël de Rougine qui dit que ce que les tzadikim peuvent obtenir pour Rosh Hashanah et Kippour, alors ça, c'est accessible, ce niveau-là de prière est accessible à tout juif par la prière le 8e jour de Hanouka. Zot Hanouka, c'est quelque chose d'extraordinaire. 8, c'est la Hanouka qui est au complet. Tout est allumé. 8, c'est au-delà de 7. 7, c'est la nature. 8, c'est au-delà de la nature. 8, c'est le miracle. 8, c'est des choses extraordinaires. Et donc, il ne faut pas passer à côté de ce jour-là qui est un jour immense. Bien entendu, dans Hanouka, bah, on s'efforcera de prier en minyan. Enfin, toute l'année, on s'efforcera de prier en minyan. Mais à Hanouka, c'est très important puisqu'on a décrit maintenant le niveau et la hauteur et la grandeur de Hanouka. Également, il y a une marloquette dans la Gemara. Voilà quelques points là pour terminer rapidement. Il y a une marloquette dans la Gemara si c'est la hanacha qui fait la mitzvah ou si c'est la hadlaka qui fait la mitzvah. La hanacha, ça veut dire poser la chanoukia. Est-ce que c'est ça qui fait la mitzvah ou est-ce que c'est la hadlaka d'allumer qui fait la mitzvah? L'avis qui est retenu, vous le savez tous, c'est la hadlaka qui fait la mitzvah parce qu'il faut allumer la chanoukia. Et euh, j'entendais de Rav Meir Siboni l'année dernière qui disait qu'en fait, il y a un message dans ça, c'est que dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont comme la anacha, donc c'est posé, des gens qui sont posés, qui ont une routine. C'est bien la routine sous certains aspects parce que c'est de la régularité, c'est tranquille, c'est un long fleuve tranquille. Et il y a des gens qui sont plus en mode, bah, il y a une dynamique. Ils sont bien un jour, un autre jour ils sont moins bien, un autre jour ils n'ont pas du tout les forces, et ils tombent, et ils se relèvent, et ils ravivent. Et en fait, le fait d'allumer comme ça cette flamme, on a dit que dans la halakha, c'est le fait d'allumer qui est retenu. Alors ça, c'est un message pour nous qu'on doit toujours, nous, être dans cette dynamique-là, de chercher à se rallumer, à se raviver en permanence. Si on est tombé, c'est pas grave, à se relever. D'ailleurs, il y a Ravi Israël Biderman qui, j'entendais tout à l'heure, enfin, un Rav qui s'appelle Raphaël Abouhatzera qui ramenait Rav Biderman. Il disait qu'on a un principe que kapta enzakukla. On avait dit tout à l'heure dans la halakha, si elle s'est éteinte, enzakukla, on n'a pas besoin de la rallumer si on avait tout fait si on avait mis toutes les conditions pour que ça dure. On avait dit que c'est mieux quand même de rallumer sans bracha, mais dans Minadine, si on a tout fait, on n'a pas besoin de rallumer. Alors il donne un message de Moussard aussi sur ce Kapta Enzakouk là. Quand j'ai une chute dans ma vie, quand j'ai oublié quelque chose, quand je suis planté sur quelque chose, eh ben, laisse, oublie. C'est Kapta, ça veut dire ça s'est éteint. Enzakouk là, tu n'as pas besoin de ça. Laisse passer, laisse couler, passe à autre chose, ne t'attache pas à ça et passe tout de suite à autre chose. Parce que si on reste dans le problème, on va faire qu'augmenter le problème, alors que si on coupe tout de suite, on passe tout de suite à autre chose. Et ça aussi, c'est un message pour notre vie. Donc cette dynamique-là, c'est ça que Hacham il aime, les gens qui sont dans cette dynamique-là, de tout le temps se relever, malgré les chutes, malgré les difficultés, de se bagarrer en permanence, de faire chaque jour mieux que la veille, etc.
Également, comme on a dit, il faut profiter de chaque soir, c'est extrêmement important. Au moins une demi-heure de rester devant les nérotes au calme, idéalement de mettre son téléphone de côté et prier à Kadosh Baruch Hu, ou même simplement regarder les nérotes. Le fait de regarder les nérotes, ça purifie les yeux, ça donne beaucoup de kdusha, il y a beaucoup de kdusha dans ces nérotes-là, et c'est quelque chose de très concret et de palpable pour celui qui veut le faire. Se réjouir, faire ce qu'il faut pour se réjouir, réjouir sa famille, etc. Le Khatam Sofer également, il dit que quand on pleure devant la Hanoukia qui est allumée, on peut être sûr que notre filotes seront écoutées. Donc il faut bien se réaliser ce qu'il dit, c'est le Khatam Sofer, il dit pas n'importe quoi. Également, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dans le Kedushat Alevi, il nous dit que c'est un Zman, il nous dit comme ça, je vous lis, euh, Zman Amesougal et Kol HaYeshuot, chez Nirsafim Elel. Hanouka, c'est une période qui est appropriée à toutes les délivrances qu'on attend durant toute l'année ou même durant de nombreuses années. Et il nous dit d'ailleurs même que s'il y a quelque chose qu'on doit commencer dans cette période actuelle, c'est bien de commencer d'Afka Hanouka, un projet, enfin, pas une arnaque, hein, mais quelque chose de positif. C'est bien de commencer pendant Hanouka parce qu'il y aura de la bracha dans ça, parce que Hanouka c'est très spécial, parce que Hanouka c'est très particulier. En tout cas, il y a ce fait de prier devant les nérotes, prier avec nos mots, prier à Kadosh Baruch Hu, lui demander ce qu'on a besoin, lui demander ce sur quoi on veut s'améliorer, etc. Il y a même des ségoulottes par soir, en fait, en fonction des soirs. Je pourrais vous envoyer ceux qui veulent. C'est Rabbi Levi Strauss de Berditchev qui ramène ça dans son livre, Kedushat Alevi. Donc, Rabbi Levi Strauss de Berditchev, c'était le défenseur du Ham Israël. Il trouvait toujours des choses pour défendre auprès d'Hachem les Juifs. Il a vécu il y a à peu près 250 ans. Et il nous dit comme ça très rapidement pour terminer. Le premier soir, c'est quelque chose comme il y a une bougie, c'est bien de prier pour quelqu'un qui se sent un petit peu tout seul, isolé, qui est dans une tristesse, une angoisse, une dépression comme ça. C'est bien de prier le premier soir pour ça. On est tous parfois un petit peu comme ça, donc c'est bien de prier tous les soirs en fait. Le deuxième jour, Mesuga la tfila al shiduchim et shalom bayit. C'est bien de prier pour les shiduchim pour pouvoir se marier, rencontrer son âme sœur et pour le shalom bayit pour ceux qui sont déjà mariés. Au passage, on peut aussi prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés, même si nous on est déjà mariés. Le troisième soir, Mesuga la tfila voriye ladim tovim. Prier pour de bons enfants, des enfants joyeux, en bonne santé, etc. Le quatrième soir, c'est comme les quatre, comme en référence aux quatre imaot, les quatre matriarches. Et donc, on va prier pour être posé, avoir du Ishuv Hadaat, d'avoir un esprit posé et de prier sur la tsniout de la maison. La tsniout, de manière générale, la pudeur et aussi la pudeur qu'on a dans notre maison et dans notre vie. Euh, Notre vie, c'est pas marqué, mais de manière générale, quoi. Le cinquième soir, c'est cinq, comme les cinq livres de Torah, donc de prier que nous, nos enfants, on soit des Talmidei Chachamim, qu'on puisse être dans la Torah. Euh, etc. Le sixième jour, là, on est la majorité de la Hanoukia qui est allumée. Alors, c'est bien de prier pour plus de lumière, de délivrance dans notre vie et que cette lumière-là, elle vienne finalement éclairer notre vie. Non, pardon, attendez. Excusez-moi. Ça, c'est pour le cinquième jour où la majorité de la Hanouka est allumée au 5. Et donc, c'est que la lumière de la Torah va éclairer notre vie. Le sixième jour, c'est par rapport à la Simcha. Il faut prier pour qu'on puisse faire les mitzvot en Simcha, qu'on puisse toujours être Bessimcha dans notre vie. Le septième jour, on va prier pour recevoir le Shabbat à partir avec beaucoup de joie, avec des chants de Shabbat, avec des paroles de Torah, etc. Et il ne faut pas oublier que le Shabbat, c'est la source de toute la bracha et du shefa, l'abondance d'une personne. Donc 7, c'est en référence au Shabbat. Le huitième jour, c'est pour être délivré, pour avoir des enfants. On a dit le 8 c'est au-dessus de 7, 8 c'est au-dessus de 7, 7 c'est la nature, donc 8 c'est surnaturel, c'est au-delà de 7. C'est pour ça que le Zot Hanouka, le huitième jour de Hanouka, est si grand. Et c'est là aussi où toutes les nérones de Hanouka sont allumées. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses extraordinaires, très, très grandes sur Hanouka. Qu'on puisse vivre cette année un Hanouka encore meilleur que toutes les années. Pour ça, ça se prépare. Donc là, on a fait une partie, mais chacun devra compléter, méditer, voir ce qu'il met en place concrètement pour vivre un Hanouka beaucoup mieux que les autres années. Et qu'on puisse voilà, avoir beaucoup de lumière dans le Ham Israël et que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Bezrat Hashem, Chazak à tous, Hanouka Sameach. Je réactive les micros s'il y a des questions.